vue de réduire les dépenses des installations fixes des électrifications, la SNCF a équipé en 1950, à titre d'essai, la ligne Aix-les-Bains-La Roche-sur-Foron avec le courant monophasé 50 périodes, qui est le courant de tout le monde, à la tension élevée de 25 000 volts. Dans ce type d'électrification, les sous-stations sont peu nombreuses et leur importance est réduite. La caténaire, de son côté, est légère. L'emploi des locomotives les mieux adaptées au trafic est permis. Les essais ayant donné entière satisfaction, la SNCF décida d'appliquer le même type d'électrification à une ligne industrielle à gros trafic. C'est la ligne de Valenciennes-Thionville qui fut choisie. Celle-ci réunit le bassin du Nord, gros producteur de charbon, au bassin de l'Est, gros producteur de minerais, et dessert une région industrielle exceptionnelle, concentrée le long de la frontière du Nord-Est. Artère vitale de liaison entre ces diverses industries, si souvent complémentaires, cette ligne assure annuellement un trafic marchandises de l'ordre de 7 milliards de tonnes kilométriques, en majorité par train complet de fort tonnage, d'usine en usine. Le trafic des voyageurs est relativement faible, mais comporte cependant une certaine circulation de trains internationaux reliant l'Angleterre à la Suisse de Calais à Bâle. Le profil de la ligne est accidenté. Partant de Valenciennes, elle s'élève avec des rampes atteignant 11 mm 5 par mètre, rampes sur lesquelles 2 locomotives à vapeur sont bien souvent nécessaires pour assurer la remorque des trains lourds. Après le tunnel de Martinsart, le profil est plus facile, jusqu'à la longue montée vers Audun-le-Roman, suivie d'une descente avec une pente de 10 mm par mètre sur près de 20 km jusqu'à Thionville. Évidemment, rampes et pentes sont inversées pour les trains allant vers Valenciennes. Cette ligne de chemin de fer traverse une région très bien desservie en énergie électrique, d'origine thermique, produite soit par les centrales minières du Nord, soit par la centrale d'Erserange, utilisant le gaz des hauts fourneaux. Cette ligne possédait donc tous les avantages permettant une électrification. En amenant le courant industriel à 25 000 volts jusqu'au pantographe des locomotives, on réduit au minimum les installations de raccordement du chemin de fer au réseau public d'énergie. Avec ce type d'électrification, le nombre de sous-stations depuis Valenciennes jusqu'à Thionville est réduit à 7. En outre, une assez grande latitude étant permise pour l'implantation des sous-stations, 4 de celles-ci ont pu être incorporées dans un poste EDF sans y prendre beaucoup de place, comme le montre la partie encadrée d'un de ces postes. Avec une électrification 1500 volts, elles auraient été 4 fois plus nombreuses. Ainsi, on trouve 52 sous-stations sur Paris-Lyon pour une longueur de voie principale sensiblement double. Les sous-stations elles-mêmes sont bien plus réduites. Elles ne comportent que des transformateurs avec leurs disjoncteurs et un simple petit abri pour les appareils de contrôle et de télécommande.
Une sous-station de 1500 volts nécessite, outre les transformateurs, des redresseurs installés dans un bâtiment assez vaste et un appareillage beaucoup plus important. Les installations de prise de courant du 25 000 volts sont également bien plus légères. Les poteaux et les consoles sont réduits à leur plus simple expression et la caténaire ne comporte que 2 fils. Tandis qu'avec le 1500 volts, 4 fils ayant au total une section 3 à 4 fois supérieure sont nécessaires. Avant de poser les installations de prise de courant, il a fallu, comme pour toute électrification, agrandir le gabarit des ouvrages d'art. Beaucoup de ceux-ci ont été relevés, dont certains importants, comme le pont de Thionville, ouvrage métallique pesant 4000 tonnes, qui a été relevé de 42 cm sans interrompre la circulation routière. À Audun-le-Roman, c'est un pont en béton armé qui a été relevé. Les armatures des piliers de cet ouvrage, qui avaient été sectionnées, ont dû être rétablies après relevage en soudant des raccords aux armatures préexistantes avant réfection du béton. Le pont a été emprunté dès son relevage, avant même que le raccord de la chaussée ait été effectué. Sous d'autres ponts et sous tous les tunnels, les voies ont été abaissées. Il a fallu également améliorer la signalisation ancienne en vue de l'adapter à la traction électrique tout en la modernisant. Le bloc manuel Lartigue a fait place au bloc automatique lumineux. En ligne et dans les gares, les signaux mécaniques ont été supprimés et des signaux lumineux ont été installés. D'anciens postes mécaniques, ou même électriques, ont été remplacés par des postes modernes, ce qui a permis d'en supprimer un certain nombre, en réalisant ainsi des économies importantes. Par exemple, à Thionville, 3 postes électriques du type Siemens, qui avaient d'ailleurs fortement été endommagés par fait de guerre, ont été remplacés par un poste unique du type tout relais. Voyons maintenant les travaux d'équipement. Les caténaires légères sont partout supportées par des poteaux en acier laminé et fixés à des consoles inclinées, isolées électriquement avec haubans horizontal et anti-balançant en tube. Les isolateurs ainsi placés le long des poteaux se trouvent en dehors de la zone des fumées des locomotives à vapeur qui accidentellement parcourent la ligne. Les fouilles pour la pose des supports de la caténaire ont été effectuées à l'aide d'une foreuse, chaque fois que le terrain s'y prêtait.
l'exécution est plus rapide et le cube des fouilles et massifs de béton moindre. Quand les poteaux ne sont pas mis en place et bétonnés dans les fouilles mêmes, des carottes sont laissées dans le massif pour réserver leur place. Les poteaux sont galvanisés, ce qui est une innovation pour des pièces de cette importance. La galvanisation se fait après perçage, effectué dans l'usine de galvanisation à l'aide de foreuses électriques à forêts multiples. Le passage par plusieurs bains différents de décapage et de lavage est nécessaire avant l'immersion dans le bain de galvanisation, bain dans lequel le zinc est maintenu en fusion. Après galvanisation, les poteaux sont amenés directement de l'usine, après classement, par un train distributeur et mis en place à la grue. Les poteaux sont ensuite réglés, calés, puis scellés. Les pièces destinées à supporter la caténaire ont parfois été mises en place à l'aide d'un train de service comprenant des wagons chargés avec les pièces à monter et un wagon plateforme, spécialement aménagé pour permettre aux ouvriers de travailler à la hauteur et à l'endroit voulu. La mise en place des consoles, haubans et autres pièces se fait ainsi commodément et rapidement. La mise en place du câble porteur est effectuée à l'aide d'un train dérouleur composé de wagons dévidoirs sur lesquels sont placés les tourets de câble et d'un wagon avec plateforme surélevée. Celle-ci peut être mise à la hauteur voulue pour permettre l'accrochage du câble. Lors du passage du train, le câble est posé provisoirement sur des poulies qui permettent de faire un réglage correct de sa tension mécanique et de sa flèche. Après le réglage du porteur, des pendules provisoires, tiges recourbées en forme de crochet aux extrémités, sont placées sur le câble pour recevoir le fil de contact. Ce travail se fait à l'aide d'échelles roulant sur la voie. Tout
Toujours avec l'aide d'un train dérouleur, le fil de contact est ensuite mis en place. Il est réglé et fixé par les pendules définitifs. Les fils de contact sont sectionnés tous les 1300 à 1500 mètres et un appareil tendeur automatique à poulie et contrepoids assure la constance de la tension mécanique des fils de contact malgré les variations de température. Dans les gares, telles Valenciennes, les caténaires sont supportés par de grands portiques souples transversaux composés d'un câble supérieur auquel on laisse prendre la forme d'une chaînette et qui supporte, à l'aide de pendules, un câble inférieur horizontal. C'est ce dernier câble qui porte la caténaire. Des isolateurs en porcelaine sont placés aux attaches des câbles des portiques sur les supports. Ces câbles sont donc isolés par rapport au poteau. La mise en place de tels portiques à travers un faisceau de voie est assez délicate. On remarque aisément la légèreté de l'installation 25 000 volts par rapport à celle du 1500 volts que l'on voit ici. Tous les appareils des sous-stations sont commandés à distance d'un poste central situé à Charleville, qui, en raison des progrès réalisés dans ces dernières années, est bien plus réduit que ceux de Paris ou de Dijon. Il est intéressant de comparer par l'image le nouveau poste de Charleville, avec ses installations vraiment réduites, et l'importance massive des commandes centralisées de Dijon et de Paris, qui furent, il n'y a pas si longtemps, le dernier cri de la technique. Les locomotives utilisées ont toutes la même silhouette nouvelle. Elles ne comportent qu'une seule cabine de conduite centrale, ce qui a entraîné des économies constructives importantes. Elles sont de 4 types différents. Les CC à groupe tournant monocontinu. Et les CC à groupe tournant monotriphasé pour la remorque des trains de marchandises très lourds. Puis les locomotives BB à moteur monophasé direct à collecteur. Enfin, les BB à redresseur pour les services voyageurs et mixtes.
Les formes de la cabine centrale de conduite ont été étudiées de manière à assurer une très bonne visibilité des signaux et de la voie, malgré son emplacement au milieu de la locomotive. Le champ de visibilité est parfaitement dégagé, tant vers l'avant que vers l'arrière. Les locomotives du type CC sont à récupération, c'est-à-dire possèdent un système de freinage électrique par récupération qui peut être utilisé pour toutes les pentes, si courtes soient-elles, et pour tous les ralentissements du convoi. La locomotive consomme du courant ou en produit. Son compteur marche tantôt dans le sens normal, tantôt à l'envers pendant la récupération. L'énergie produite vient en déduction de l'énergie consommée, de sorte que l'énergie nécessaire pour remorquer une tonne est en moyenne de 11 Wh par kilomètre, ce qui est peu. Alors qu'avec la vapeur, la double traction est nécessaire, celle-ci, quoique prévue dans le projet, est en fait inutile avec l'électricité. Le tonnage moyen remorqué a été de 1350 tonnes par train pour les locomotives du type CC et de 1050 tonnes par train pour les locomotives du type BB à ignitron pendant les 9 premiers mois de l'électrification. Quant aux distances parcourues par les locomotives, elles atteignent des moyennes journalières de l'ordre de 650 km pour les BB et de 500 km pour les CC. Les économies de combustible sont fortes. Il faut 295 000 tonnes de bon charbon, en partie coquet-fiable, pour assurer le trafic avec des locomotives à vapeur. En traction électrique, il suffirait de 80 000 tonnes de charbon pour produire dans des usines thermiques toute l'énergie nécessaire. Mais comme l'énergie électrique n'est que partiellement produite en France à partir du charbon, il suffira en fait de 38 000 tonnes de charbon, et encore, parmi ces 38 000 tonnes, 28 000 tonnes représentent des bas produits qui ne peuvent être brûlés que dans de grandes centrales spéciales. Et seules 10 000 tonnes sont du charbon marchand, de valeur équivalente à celle des 295 000 tonnes nécessaires aux locomotives à vapeur. Les économies de combustible sont donc considérables, mais l'économie d'énergie n'est pas la seule. Il y en a encore et de plus importantes sur les frais de conduite et d'entretien des locomotives et sur les dépenses des dépôts. Ce type d'électrification permet de remorquer avec les locomotives les plus légères les trains les plus lourds d'Europe sous les caténaires les plus légères du monde.